Bonsoir et soyez les bienvenus dans 28 minutes. Salut les amis. Bonsoir à tous. L'actualité du jour, c'est l'intelligence artificielle qui envahit la politique en France comme ailleurs. En cette période de campagne des municipales, l'IA est partout, dans les clips comme dans les programmes. Il y a 3 mois, le chef de l'État mettait en garde contre ses effets. Mais aux prochaines municipales, aux prochaines présidentielles, je vais vous dire ce qui va se passer. De plus en plus de nos compatriotes, ils vont aller sur leur agent IA et ils vont dire pour qui je dois voter. Et là, on va rentrer, je vais vous le dire, dans un autre monde. Alors cette révolution numérique est-elle une menace ou une aubaine pour la démocratie? Peut-on encore gagner une élection sans recourir à l'intelligence artificielle? On en débattra et puis en fin d'émission, on vous retrouvera bien sûr Marie Bonisseau et Théophile Cossard. Direction le salon de l'agriculture Renault où a lieu comme chaque année le concours général agricole. C'est un peu les JO de l'agriculture française, un événement incontournable dans le milieu. Il pleut des médailles pour nos éleveurs, pour nos producteurs. Le concours général agricole, je vous raconte comment ça marche. On verra ça, et vous Marie? Vous allez être très content Renaud, on va regarder du football amateur turc. Pour répondre à cette importante question, quand un ballon rencontre une mouette, qui est-ce qui gagne? C'est une petite idée, on verra ça. À tout à l'heure Marie. Mais pour commencer, direction le Mexique où un cartel de narcotrafiquants a semé la terreur pour venger la mort de son chef lors d'une opération militaire. L'armée a déployé 10 000 soldats pour tenter de mettre fin aux violences. Journaliste d'investigation, Frédéric Ploquin est un spécialiste du narcotrafic. Qui était ce baron de la drogue, El Mencho? Comment un État peut-il lutter contre de telles organisations? Frédéric Ploquin nous répond dans un instant. Bonsoir Frédéric Ploquin. Bonsoir. Bienvenue. Laissez-moi vous présenter Anne Ndiaye et Anne Rosancher de l'Express. Bonsoir. Frédéric Ploquin, écrivain, journaliste, vous êtes un spécialiste de la criminalité organisée, du narcotrafic aussi, sur lequel vous enquêtez depuis des années. Est-ce que c'est dangereux pour un journaliste d'enquêter justement sur ces milieux-là, sur cette matière-là, sur le narcotrafic? Disons que jusqu'à présent, moi j'avais l'habitude de répondre à cette question en disant oui, quand je vais en Colombie ou au Mexique, c'est extrêmement dangereux. Mais en France, on est à l'abri, on est protégé. J'ai répondu ça jusqu'à il y a cette année. Depuis cette année, je commence à me poser des questions sur les risques que l'on encourt en France à faire en direct le portrait de malfrats qui ne supportent pas qu'on les critique, à dire la vérité sur des personnages qui sont quelquefois des personnages, on va dire, des seconds couteaux qui se prennent pour des caïds. De le dire comme ça en désignant la personne, ça peut chagriner. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut se méfier des ripostes éventuelles. Une matière dangereuse, donc il faut être prudent, mais en même temps il faut enquêter. En France aussi, dites-vous, et évidemment au Mexique. Pourquoi une telle vague de terreur ces derniers jours au Mexique? Qu'est-ce que ce cartel de Jalisco? Pour y répondre, Frédéric Ploquin, vous avez le profil idéal, et c'est ce que nous raconte tout de suite Gaël Legras. Frédéric Ploquin, vous êtes écrivain, journaliste depuis plus de 40 ans. Frédéric Ploquin, l'événement du jeudi. Mais aussi spécialiste du grand banditisme et du narcotrafic. Ce dimanche, Nemesio Oseguera, alias El Mencho, le chef du cartel Jalisco Nueva Generación, a été tué par l'armée mexicaine. En réaction, des membres de son organisation ont semé la terreur dans le pays. Le Mexique peut-il lutter seul contre la toute-puissance des cartels? Pour répondre à cette question, vous avez le profil idéal. El Mencho avait 59 ans, trafiquant de drogue, puis tueur à gages. Il avait fondé son propre cartel en 2009. Après l'arrestation en 2016 et l'extradition vers les États-Unis d'El Chapo, le chef d'une organisation mafieuse concurrente, le cartel d'El Mencho est devenu le plus important du Mexique. Dimanche dernier, à Tapalpa, dans l'état de Jalisco, l'armée a lancé l'assaut. Blessé, El Mencho est mort dans l'avion qui le transférait à Mexico. Les États-Unis, qui avaient offert 15 millions de dollars pour sa capture, auraient suivi ça de très très près, comme l'a confirmé la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum. Todas las operaciones se realizan por las fuerzas, pero no hay participación en la operación de fuerzas de Estados Unidos. Lo que hay mucho intercambio de información. Mais après l'annonce de la mort d'El Mencho dimanche, le cartel a multiplié les violences. Véhicules incendiés, routes bloquées, banques, stations-service, commerces attaqués. Le tout dans 20 États sur les 31 que compte le pays. En conséquence, des vols ont été annulés, de nombreuses boutiques fermées et le gouverneur de Jalisco a lancé un plan d'urgence sécuritaire. Activamos el código rojo, mismo que continúa hasta este momento. Le lendemain, une partie des Mexicains était complètement abasourdie. Yo vivo aquí adelante y hay una sola tienda abierta. La gente tiene miedo.
Selon vous, Frédéric Ploquin, la réaction du cartel dans une vingtaine d'États visait à montrer son implantation et vous ajoutez « Le Mexique est un pays totalement gangréné par la drogue et la corruption ». Alors Frédéric Ploquin, ce El Mencho, qui était-il? D'où venait-il? Comment est-il devenu un personnage aussi important, le chef d'un cartel aussi puissant? Quelque chose qui m'a frappé, moi, qui me frappe dans son parcours. Bon, il a commencé petit délinquant, petit dealer en Californie, il s'est fait arrêter, un peu de prison, il a été expulsé, il s'est retrouvé au Mexique. Et ce qui est frappant, c'est que son premier réflexe, ça a été de devenir policier. Et c'est pas tellement surprenant quand on voit qu'aujourd'hui les cartels démarchent en permanence, fidélisent en permanence des anciens militaires de partout, notamment des Colombiens, des policiers de partout. Lui, il a commencé dans un petit commissariat et son objectif, c'était de renseigner, on va dire, ses camarades à l'extérieur, de dépouiller la police de ses renseignements, de puiser dans les fichiers pour renseigner ses camarades. Ensuite, il est sorti. La première mission que lui ont confié les trafiquants de stupéfiants, c'est de créer un petit groupe de tueurs à gages qu'il a voulu plus violent que les précédents. Comme à chaque fois qu'une nouvelle génération prend le pouvoir, il faut montrer ses muscles, il faut montrer qu'on n'a peur de rien, il faut montrer qu'on peut tuer tout le monde. Donc il a commencé comme ensuite, il a poursuivi en étant patron d'une petite structure de tueurs à gages. Et lorsque, il y a 10 ans, a été expulsé vers les États-Unis El Chapo, donc qui était le patron le plus puissant à l'époque du trafic de stupéfiants au Mexique, il s'est glissé dans la faille, il a pris le poste, et là, il a commencé quelque chose qui se faisait pas encore au Mexique, c'est-à-dire il a commencé à conquérir absolument, on va dire, la place sur une grande partie des États du Mexique. Justement, il y a 32 États au Mexique. On a vu que à la suite de la mort de El Mencho, il y a eu des violences dans une vingtaine d'États du pays. Ces violences, c'est pour démontrer quoi et à qui? Ces cartels sont des grands communicants, ils communiquent en permanence, un peu comme ça se fait parfois d'ailleurs chez nos voyous français, c'est-à-dire qu'ils montrent sur les réseaux sociaux leur matériel. En fait, ce sont des militaires, hein. Quand vous regardez le matériel, ils ont des lance-roquettes, ils sont capables d'abattre des hélicoptères. C'est une véritable armée, c'est un État dans l'État. Et là, c'est visiblement le bras droit de El Mencho qui a appuyé sur des boutons, qui a proposé, je crois, environ $1 000 pour chaque policier ou militaire exécuté. $1 000, c'est en gros un mois de salaire pour un policier moyen. Donc ils ont voulu démontrer effectivement leur présence sur tout le territoire et qu'ils étaient aussi forts, si ce n'est plus, on va dire, que les forces de l'État. Alors cette mort d'El Mencho, cette opération militaire, on a vu dans le sujet de Gallegras que la présidente du Mexique dit on a agi tout seul, etc. En même temps, c'est un gage qui est quand même donné aux États-Unis et à Donald Trump. Finalement, après cette opération, il y a une chose qui est sûre, c'est que Donald Trump peut faire une encoche sur son revolver, si je puis dire, de cow-boy, c'est-à-dire qu'en gros, s'attribuer le bénéfice de cette opération. Vous savez comme il aime, disons, s'afficher, flamber comme ça, et afficher des résultats. Pour lui, il s'attribue, Donald Trump, ce résultat. Il va flamber avec ça, il va le montrer. Et en même temps, pour Claudia Sheinbaum, donc la présidente depuis un peu plus d'1 an du Mexique, c'est l'occasion de montrer qu'elle peut tenir tête aux États-Unis. Elle n'a pas envie de subir le sort de Maduro au Venezuela. Elle le dit, elle le montre. Les Mexicains n'ont pas envie d'être envahis par l'armée américaine, alors ce que Trump a suggéré comme étant une éventualité. Donc elle dit c'est nous qui avons fait le job, c'est nous qui avons fait le boulot, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Ces cartels de narcotrafiquants mexicains, Anna, ils ont aussi désormais des connexions en France. Oui, la preuve, plusieurs chimistes du cartel de Sinaloa, qui est un des d'autres cartels plus puissants du Mexique, se sont rendus à Toulon pendant plusieurs mois pour accompagner leurs homologues français dans la production et la distribution de centaines de kilos de méthamphétamine. Et ça, c'était une première en France. Les Mexicains, on le sait, sont les seuls à détenir cette recette parfaite de cette drogue de synthèse avec des dosages très précis qu'ils ne comptent absolument pas sous-traiter à leurs associés, d'où leur présence ponctuelle en Europe, en France bien sûr, mais aussi en Espagne et aux Pays-Bas pour y monter des laboratoires qui vont être rapidement opérationnels. Est-ce que vous pensez que ces partages de compétences entre les deux pays, le Mexique et la France, ça participe de ce que certains appellent la mexicanisation en France ? On n'est pas encore au Mexique. Hein. Au Mexique, c'est de 250 000 morts en 10 ans, le trafic de stupéfiants, la drogue en général, la délinquance, la criminalité. On n'en est pas là en France.
Mais effectivement, il y a une volonté très conquérante, de conquête, on va dire, de ces cartels. Et récemment, il y a encore une autre affaire qui le démontre, puisqu'on a arrêté 5 militaires colombiens, visiblement en rupture avec l'armée colombienne, qui avaient été recrutés par des voyous français qui les avaient recrutés, qui étaient incarcérés en Colombie, donc, et qui les avaient recrutés pour venir exécuter, pour venir exécuter des contrats à Lyon, dans la région lyonnaise. Donc vous voyez bien qu'il y a une espèce de... je ne dirais pas que ça fait tache d'huile, mais eux, ils ont une volonté de conquête, de conquérir des marchés en permanence, d'occuper le terrain, et le Mexique et la Colombie ne leur suffit pas. Votre dernier livre, Journal d'un maton, parle notamment de la corruption dans les prisons. Est-ce que la mise à l'écart des plus grands narcotrafiquants à Vendin-le-Veuil et à Condé-sur-Sarthe a permis de lutter contre ce phénomène pour l'instant ? Pour l'instant, on peut dire que c'est un succès dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on regarde de près, la montée, par exemple, de la DZ Mafia en France, qui se prend un peu pour un cartel, le cartel du Jalisco, ils ne sont pas encore au niveau, mais enfin, c'est un peu leur modèle dans tous les sens du terme. La montée en puissance de ce cartel s'est faite essentiellement en prison. C'est-à-dire que c'est ça qui m'a donné envie de faire cette enquête sur la corruption dans les prisons françaises. C'est-à-dire que les 10 patrons, en gros, de la DZ Mafia sont devenus les patrons de cette DZ Mafia sous les verrous où ils étaient depuis une dizaine d'années, et où leur business prospérait. Ça veut dire qu'on leur fait rentrer des téléphones, qu'on leur fait rentrer tout le matériel, qu'on fait sortir leurs messages, etc. C'est ça qui m'a intrigué. C'est à partir du moment où vous considérez que le trafic de stupéfiants en France est essentiel et les règlements de compte sont essentiellement programmés depuis la prison, là, il faut se poser des questions. Donc cette prison, pour finir de répondre à la question, cette prison, c'est une mise sous cloche véritable. Et vu comme ils se plaignent aujourd'hui, j'ai l'impression que ça fonctionne. Ils n'arrêtent pas de se plaindre. Ils arrivent à peine à voir leurs avocats. Ils peuvent serrer la main de personne. Ils ne peuvent pas recevoir leur compagne. Donc c'est très compliqué pour eux. C'est peut-être en train de changer, dites-vous, Frédéric Ploquin, depuis cette décision. Mais dans ce livre, effectivement, coécrit avec Sébastien Pitot, La vérité sur la corruption au cœur des prisons, Journal d'un maton, vous penchez sur cette corruption entretenue donc par le pouvoir des narcotrafiquants au sein des prisons françaises et au Mexique, justement. Revenons au Mexique. Est-ce que ce phénomène, il existe aussi? Est-ce que les cartels de narcotrafiquants mexicains, en fait, maîtrisent, contrôlent les prisons mexicaines? En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez de Pablo Escobar en Colombie. Bien sûr. Ça s'est arrêté, c'était il y a 30 ans, ça s'est arrêté le jour de son exécution. Pourquoi? Parce qu'il avait commis le geste de trop, puisqu'il avait commandité l'assassinat de la ministre de la Justice de Colombie. Là, ce qui a fait basculer un peu l'opinion et le gouvernement mexicain, concernant El Mencho, c'est le fait qu'il ait tenté de faire tuer, d'exécuter le chef de la police à Mexico. Ça a raté, c'était il y a quelques mois, et je crois que c'était le geste de trop. Mais effectivement, autant Pablo Escobar, il avait aménagé sa prison à son goût, il maîtrisait intégralement la prison, autant je pense que c'est un modèle que les cartels mexicains ont réussi à développer et à reproduire. Et de l'intérieur, ils contrôlent littéralement les prisons. Comme en France, vous avez un certain nombre de mafieux qui contrôlent la prison d'une certaine façon, je ne dirais pas qu'ils la dirigent. Mais... Merci Frédéric Ploquin d'être venu nous éclairer sur ce phénomène et cette puissance des cartels de narcotrafiquants au Mexique et donc aussi en France, dites-vous notamment à travers votre enquête. On passe maintenant à notre débat du jour sur l'intelligence artificielle qui envahit la politique. Pour la première fois, de nombreux candidats actuellement en campagne pour les élections municipales y recourent. Alors, cette révolution numérique augure-t-elle d'une révolution démocratique? S'agit-il d'un progrès au service des politiques et de leurs électeurs ou au contraire d'un danger qui menace la sincérité des scrutins? On en débat juste après la mise au point de Sandrine Lacalvez. Una candidata IA. Voici Gaïtana, candidate aux prochaines élections législatives en Colombie. Générée par intelligence artificielle, elle défend la cause des communautés indigènes et appelle à cocher la case IA sur le bulletin de vote. ¿Confiarías más en quien promete y traiciona o en una inteligencia artificial que decide contigo? Pas encore de candidats créés de toutes pièces en France, mais l'IA s'immisce dans la campagne pour les municipales. Sur le marché de Reims, Stéphane Lang n'est pas peu fier de ses tracts vidéo. Bonjour, je suis Stéphane Lang. Ça permet d'aller vite, ça permet de concevoir des images moins chères.
Avec l'intelligence artificielle, les possibilités sont multiples. À Chantilly, les réunions publiques de cette candidate sont enregistrées et transformées en fausses émissions de radio présentées par de faux journalistes. Bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans la 3e réunion publique de la liste Chantilly pour la vie. Un dispositif de campagne comme un autre, selon la candidate. On précise que c'est fait par l'intelligence artificielle et donc on ne trompe pas sur le sujet. Mais l'IA génère aussi des propos et des visuels mensongers, comme cette image publiée par une candidate RN pour illustrer la saleté à Strasbourg. Inquiétant, d'autant que selon Ipsos, 30% des Français ont prévu d'utiliser l'IA pour identifier le candidat ou le parti qui correspond le mieux à leurs idées pour les prochaines élections. Une pratique risquée, alerte Emmanuel Macron. Et là, on va rentrer, je peux le dire, dans un autre monde. Parce que moi, je ne sais pas ce que ChatGPT va recommander de voter. Ce que je sais, c'est que les gens qui possèdent ChatGPT, il y a des intérêts qu'il y a derrière. Je ne suis pas sûr que ce soit des intérêts démocratiquement neutres. Alors l'intelligence artificielle peut-elle déstabiliser un scrutin? Est-ce une avancée pratique au service des politiques et des citoyens ou faut-il strictement encadrer le recours à l'IA? Bien, merci à tous les trois de nous avoir rejoints pour essayer de répondre avec nous à ces questions. Bonsoir Océane Herrero, vous êtes journaliste spécialiste du numérique à Politico, où vous venez de publier d'ailleurs un article consacré à l'IA dans ces élections municipales. Et selon vous, Océane Herrero, cette campagne justement des élections municipales, elle offre un avant-goût de la place que va prendre l'intelligence artificielle à l'avenir. Le risque, c'est qu'elle soit utilisée pour chercher à décrédibiliser certains candidats. À vos côtés, bonsoir Martin Pavanello, bienvenue. Vous êtes président et cofondateur de Mister IA, une entreprise qui fait du conseil pour les entreprises et les particuliers. Et selon vous, Martin Pavanello, l'usage de l'intelligence artificielle dans les campagnes électorales reste encore marginal, dites-vous, mais ce qui est sûr, c'est que l'intelligence artificielle va profondément transformer la gestion des municipalités. À vos côtés, bonsoir Dominique Boulier. Bonsoir. Professeur des universités en sociologie à Sciences Po, vous avez publié Des humanités numériques aux éditions Armand Collin. Et alors vous, au contraire, Dominique Boulier, vous dites que ce serait une erreur de penser que l'IA va par exemple permettre de réduire les dépenses de personnel ou autres dans les mairies. Quant à son usage par les candidats, là vous mettez en garde, vous dites que cela risque surtout de générer un trop-plein d'informations, en quelque sorte une sorte d'infobésité. Tout de suite, pour ouvrir ce débat, Anne, vous avez, alors comment appelez-vous ça? Vous avez un chatbot du jour, montrez-nous ça. Absolument. Alors, Alain Carignon à Grenoble, l'ancien maire des années 80-90, ça ne nous rajeunit pas, est de nouveau candidat au municipal. Et il a donc lancé un chatbot, c'est-à-dire un assistant conversationnel qui permet de répondre aux questions sur son programme en imitant la propre voix d'Alain Carignon. Alors, pour voir comment ça fonctionne, on lui a posé une question. Que comptez-vous faire contre le trafic de drogue? Voilà ce qu'il a répondu. D'abord, nous sécuriserons les abords des écoles pour empêcher la vente de drogue près des enfants. Ensuite, toute personne condamnée pour trafic sera systématiquement expulsée de son logement social. C'est bien savoir. C'est savoir. Pour les connaisseurs, c'est savoir. Océane Herrero, est-ce que ce genre de chatbot ou de dispositif est encore marginal ou est-ce que désormais c'est la campagne où l'IA est partout? Les chatbots, on voit que c'est un outil qui est de plus en plus déployé par les candidats parce que c'est vu comme une manière de présenter son programme à un public plus large, donc en simplifiant les mesures, en ayant un côté un petit peu interactif. Je pense qu'il y a deux types de chatbots. Il y a ceux qui sont présentés par ces candidats-là, donc qui sont explicitement liés à un candidat, à sa campagne. Quand on s'adresse à lui, on sait ce qu'il défend. Et il y a les chatbots qu'on va utiliser plus quotidiennement, qui vont être les chats GPT, le chat Mistral, sur lesquels les gens vont peut-être se tourner plus rapidement, mais dont les recommandations sont peut-être plus incertaines, en tout cas plus difficiles à prédire. En tout cas, on ne sait moins dans quel bord, disons, ça peut prendre. Martin Pavanello, est-ce qu'aujourd'hui, cet usage de l'IA, notamment à travers des chatbots ou d'autres techniques, est-ce qu'il est aujourd'hui assumé de plus en plus par les candidats aux élections ou est-ce qu'ils ont encore en quelque sorte l'IA honteuse? Plutôt l'IA honteuse, moi je trouve. Il y a quelques profils un peu plus jeunes souvent. On le voit d'ailleurs dans des candidats un peu jeunes qui disent moi super, je vais attirer grâce à ça parce que je vais montrer à tout le monde que j'utilise de l'IA, donc que je véhicule un petit peu ces idées-là, mais ça reste encore assez embryonnaire. Je pense que notamment sur la partie communication, et on peut aller même plus largement au-delà des candidats, c'est qu'aujourd'hui en France,
dire que j'utilise une IA, c'est encore un peu mal vu. Donc, est-ce que je dois le mettre en avant quand je suis candidat? Est-ce que ça va m'aider vraiment à gagner une élection? Oui, quand mon électorat est peut-être plus jeune et déjà baigné là-dedans, mais beaucoup moins quand c'est pas le cas. Donc, la réponse est pour moi plutôt une IA honteuse encore. Sur cette question, Dominique Boulier, est-ce que vous diriez que désormais c'est assumé ou est-ce qu'il y a encore une IA honteuse, comme le dit Michel Sauvade, qui préside à une commission sur l'IA chez les maires de France? Alors c'est un peu le cas dans toutes les organisations, qui, de fait, quand on ne sait pas quoi faire et qu'on veut faire afficher le fait qu'on fait quelque chose en IA, on fait un chatbot. Vous voyez, et donc le problème, c'est que les avantages réels sont toujours très discutables, comme vous l'avez dit, et en réalité, c'est juste un effet d'affichage, d'annonce, de fait, et ça ne dit rien du tout, d'ailleurs, du contenu, de la façon dont c'est construit par ailleurs, et de la qualité et de la fiabilité de tout cela, parce qu'on a affaire à des IA conversationnelles, issues de l'IA générative, donc qui sont une des dimensions de ces systèmes d'IA. Donc il y a bien d'autres choses, et on en parlera tout à l'heure, mais sur la question de la gestion, c'est totalement autre chose, il faut bien, et les exigences vont être totalement différentes, quoi. Océane Herrero, ce qui est l'intérêt de l'IA, c'est aussi son faible coût. Ça peut être 20 € par mois, et puis ça peut permettre de remplacer peut-être un graphiste, en tout cas de faire certaines affiches. C'est ça l'intérêt? Exactement, ça permet de compresser à la fois les coûts et le temps qu'on passe sur une tâche. Typiquement, dans beaucoup de campagnes pour les municipales, des candidats les ont utilisés pour générer des visuels, des rénovations urbaines qu'ils veulent faire. Typiquement, rénover les quais de Seine, on va faire une visualisation par l'IA parce que ça prend littéralement quelques secondes. Après, ça pose la question suivante qui est dans quelle mesure est-ce qu'on a établi les coûts, la faisabilité du projet qu'on présente. Et pour rebondir sur la question de IA honteuse ou pas, ce recours à l'IA ou à un vrai graphiste, c'est aussi un positionnement politique. Typiquement, l'équipe d'Emmanuel Grégoire à Paris me disait qu'ils avaient un usage parcimonieux parce qu'ils savent que l'IA est coûteuse pour l'environnement et voilà, remplace un emploi. Donc utiliser l'IA peut aussi leur être reproché par leurs électeurs. Y compris parce que par certains électeurs, ça peut être vu justement comme un outil, entre guillemets, un peu de trucage. C'est genre un candidat qui utilise l'IA, c'est qu'il n'est pas forcément totalement franc. C'est parfois ce qu'on peut croire, pourtant moi je pense que c'est pas le cas. On peut être totalement franc, mais juste pouvoir générer plus d'idées, un minimum pouvoir générer plus de contenu avec de l'IA. Ouais. Et moi je le vois souvent dans la question des municipales, il y a à la fois dans des toutes petites villes des personnes qui n'ont pas d'équipe, qui veulent se présenter à une mairie, mais qui ont une petite équipe. Est-ce que pour autant ils n'ont pas le droit de publier du contenu? Si, et ils ont un outil pour ça. Ou alors dans des grandes villes où des petits partis ont peu de militants et se disent j'ai quand même le droit de faire entendre ma voix et utiliser un outil, parce que l'IA, si on l'utilise comme un outil, c'est très bien. Utiliser l'IA comme un outil pour diffuser son contenu et son programme, ça c'est utile. Dominique Boulier, est-ce que quelque part ce recours à l'IA peut justement un peu démocratiser cette concurrence dans une campagne électorale, puisque ça remet un peu les niveaux, les moyens au même niveau ou pas? Alors, je me méfie beaucoup du terme démocratiser, parce que la question, ce serait de se dire qu'on a du coup amélioré le fonctionnement de la démocratie avec les défauts qu'elle peut avoir actuellement. Qu'est-ce qu'on a produit dans ce type de système? On a produit surtout des opérations de communication démultipliées, avec une productivité des opérations de communication, en volume comme en rythme, etc., qui pose un problème. C'est-à-dire, est-ce que l'intérêt, c'est d'avoir une IA pour pouvoir produire une affiche nouvelle tous les jours? Bon, je ne sais pas. Vous voyez, donc on a effectivement là une vision de l'IA elle-même, ces systèmes d'IA générative orientés vers la com et la saturation de l'espace cognitif. Fut un temps où, en plus, on avait une vision de la politique où c'était plutôt bien d'avoir plein de militants pour produire justement plein de contenus, coller plein d'affiches. Mais notamment, oui, c'est exactement ça. C'est pas forcément antidémocratique. Tout à fait. Un des problèmes de la démocratie contemporaine, ce n'est pas forcément cette abondance de messages qui inondent tout le monde. Précisément, on voit bien comment le personnel politique gagnerait à se débrancher de temps en temps et arrêter de réagir. Alors que là, on va les encourager. Pardon. Sauf que, vous allez voir que ça fait vraiment plein de choses, l'IA, notamment quand on envisage de se présenter comme vous, Anne. Non, mais l'IA est, paraît-il, aussi désormais utilisée pour faire des professions de foi. Alors, on a voulu, en effet, tester l'expérience. On a demandé à une IA gratuite, en demandant avec un énoncé assez sommaire, en disant, voilà, candidat dans une petite commune particulièrement préoccupé par les questions de transport. Voilà ce que l'IA nous a répondu parmi les éléments de sa profession de foi. Je veux travailler à améliorer les services de transport pour que chacun puisse se déplacer facilement et à moindre coût. Je veux également soutenir nos commerçants pour qu'ils puissent offrir des produits de qualité à nos habitants. Je suis convaincue que la clé du succès réside dans la concertation avec les habitants.
Martin Pavanello, donc là on l'a dit, c'est vraiment en 30 secondes avec une IA gratuite. Est-ce que, en imaginant un meilleur prompt, comme on dit, c'est-à-dire un meilleur énoncé avec des IA un peu plus évoluées, on aurait une profession de foi qui tiendrait la route? À 100%. À 100%, aujourd'hui, quand on parle de texte ou d'image ou de vidéo, on a des modèles d'IA. Alors, en effet, il faut aller sur des IA plutôt payantes, mais qui sont 100% humaines. En tout cas, qui ressemblent évidemment 100% à ce que peut produire un humain. Vous voyez déjà tous les jours, à la télé, dans les rues, etc., des affiches, des publicités, sans vous rendre compte que c'est de l'IA. Et même sur le texte, où souvent on se dit, bon, quelqu'un utilise une IA, ça se voit, comme toujours. Moi, je peux vous donner 100 textes et vous mettre au défi de trouver quels sont les textes IA ou pas IA. C'est impossible. Ce qu'on appelle un chargé de com, ça ne fera pas mieux, très clairement. Exactement. C'est des outils qui sont très, 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 très forts pour copier le moindre style ou la moindre caractéristique de style comme de la manière d'écrire d'un humain. Et donc, si on l'utilise bien, ça fonctionne. En tout cas, Océane Herrero, le Conseil d'État a dit que le recours à l'IA n'était pas quelque chose qui faussait la concurrence. Il a dit que les professions de foi, les choses comme ça qui sont générées par l'IA étaient légales, entre guillemets. Il y a eu une première décision du Conseil d'État qui se penchait sur le sujet, qui est tombée à l'automne dernier. Il dit que ce n'est pas forcément le cas, parce qu'il y avait donc un candidat qui avait contesté l'élection de son concurrent en disant que dans sa profession de foi, il avait utilisé l'IA. Ce que le Conseil d'État va examiner, c'est dans quelle mesure est-ce que cet usage a pu influencer le vote. Et c'est là qu'on va entrer dans une zone qui va être assez intéressante et difficile à déterminer, qui est dans quelle mesure est-ce que l'IA a trompé l'électeur et a influencé le résultat final du scrutin. Justement parce que l'IA comporte aussi évidemment un certain nombre de risques en politique. Anna, on va les voir avec vous parce que l'intelligence artificielle, ça produit aussi du faux, du mensonge, voire de la calomnie. Oui, dans cette campagne des municipales, il y a eu des contenus mensongers générés grâce à l'intelligence artificielle. Et je pense notamment aux visuels utilisés par la candidate Reconquête Sarah Knafo à la mairie de Paris, qui ont beaucoup fait parler. Pour illustrer par exemple l'insécurité, regardez ces deux photos avant-après sur son site de campagne. Avant, c'est donc une jeune femme apeurée qui marche la nuit à proximité de la station de métro Barbès. Et derrière elle, 3 jeunes avec des capuches qui zonent. La version après, c'est cette même jeune femme, grand sourire, qui marche donc, très différent, très différent, dans une rue éclairée avec la protection de 2 policiers. Sauf que dans ces images, rien n'est vrai. Cette station à cet endroit n'existe pas, la rue n'existe pas non plus. Tout est généré grâce à l'intelligence artificielle sans que ce ne soit jamais clairement mentionné. Mais il y a aussi des images qui cherchent à nuire aux candidats. Oui, tout à fait. À Toulouse, une photo trafiquée montrant le candidat de l'Union de la gauche et celui d'LFI main dans la main. Elle a été partagée sur X par le maire adjoint sortant sur X, je répète, accompagné du commentaire « Photo pour le second tour ». Donc c'est une fausse photo. Mais il y a aussi un autre cas dans la Creuse, à Guéret. Presque tous les candidats ont fait l'expérience de voir publier sur Facebook des visuels dénigrants, visuels qui ont été supprimés depuis, comme par exemple la maire sortante qui était couverte de billets de banque. Alors, les images, je le répète, ont été supprimées, mais tous les candidats ont porté plainte. Et puis enfin, une enquête a été également ouverte à Beauvais cette fois, après la diffusion d'une vidéo d'un faux striptease, qui avait là aussi été généré par intelligence artificielle, de la députée RN Claire Marébueil. Dominique Boulier, on le voit, il y a quand même un certain nombre de dérives. Est-ce qu'il faut légiférer, encadrer l'utilisation de l'IA dans les campagnes électorales, selon vous ? Alors, ce n'est pas seulement le problème des campagnes électorales, parce que le principe même des large language models, comme on dit, les modèles linguistiques de langage large, grand, qui irriguent tout cela, n'ont aucun principe d'authentification, de validation, de vérification, de vérité, etc. Tout cela, c'est une opération purement statistique. Donc, intrinsèquement, il génère de toute façon déjà des hallucinations, et on ne les réduit jamais, malgré tout ce qu'on essaye de faire. Et à partir de ce moment-là, ce ne sont pas des modèles fiables dans des endroits corrects, sérieux, industriels, etc. Est-ce que la campagne électorale relève de ça ? Ou est-ce qu'elle relève d'une opération de communication où on peut se permettre tout, parce que quand on discute avec son chatbot, effectivement, son compagnon, comme on dit maintenant, éventuellement, bon, c'est pas très grave, il y a des approximations, etc. Mais ce sont 2 mondes vraiment différents, et à ce moment-là, la question du législateur, ce sera effectivement de dire non, les campagnes électorales, on ne plaisante pas avec ça, et on doit, si c'est le cas, et donc on interdit ce type d'usage. Sachant que le problème, c'est comme c'est effectivement très peu, déjà encadré
en tant que principe même, vous aurez du mal à dire, mais dans ce cas-là, c'est pas, parce que ce seront des outils que chacun aura sur son laptop, sur son appareil, et puis utilisera discrètement. Oui, par exemple mentionner généré par intelligence artificielle sur un site de campagne, ça pourrait être assez facilement encadrable, ce genre de choses. C'est quelque chose qui peut être fait, effectivement. Il faut effectivement être capable de dire, si on ne fait pas ce genre d'opération-là, on aura une banalisation du fake qui fait qu'on éduque discrètement toute une population à vivre dans le faux. Et donc, on crée des scénarios de méfiance généralisée. Parce que derrière, les gens se fatigueront. Et donc, ne croiront plus à rien du tout. Océane Herrero, pour votre enquête, l'enquête que vous avez publiée dans Politico, vous avez contacté les partis politiques. Et est-ce qu'ils ont des règles? Est-ce qu'ils ont déjà des codes de déontologie qu'ils ont adaptés? Ou est-ce que pour l'instant, c'est le Far West? C'est très variable à ce stade. Il y a le parti Renaissance qui est en train de travailler sur des règles sur l'usage de l'IA à destination des candidats aux municipales. Mais globalement, c'est très informel à ce stade. Je l'avais dit, mais l'équipe d'Emmanuel Grégoire, c'est plus un principe qu'ils ont diffusé sur quand on va recourir à l'IA. Il y a du candidat socialiste à la mairie de Paris, candidat Lyon, voilà, exactement. Et en gros, il n'y a pas de règles communes qui fassent l'unanimité. En tout cas, par les partis politiques, non, il n'y a pas de règles. Après, on est censé avoir un cadre légal également, avec un règlement européen sur l'intelligence artificielle qui porte ce principe de transparence quand même. Et on voit que les candidats, petit à petit, commencent à appliquer le cycle généré par IA, mais c'est à ce stade pas du tout normalisé dans l'usage. On va remonter maintenant tous ensemble à la préhistoire de l'intelligence artificielle avec notre archive du jour qui nous renvoie 25 ans en arrière, au moment de l'arrivée du numérique dans les mairies. C'était une petite révolution, comme c'est le cas ici en Ardèche. Au cœur de l'Ardèche, le petit village de Gluiras abrite 380 habitants, répartis dans plus de 100 hameaux, pour certains distants de plusieurs dizaines de kilomètres. Alors pour faciliter la vie de ses administrés, Monsieur le maire a décidé d'utiliser les nouvelles technologies. Le système d'information géographique de la commune est par exemple consultable sur ordinateur, que ce soit à la mairie ou à distance par Internet. Et puis il y a toutes ces démarches administratives fastidieuses qui grèvent les budgets municipaux. Si vous saviez ce qu'est la vie d'une mairie, c'est effrayant. C'est de la paperasse, des tonnes de paperasse. Le grenier est plein de paperasse. Il y en a marre. Enfin, on fonctionne comme on fonctionnait sous Napoléon. Et donc il faut bien qu'un jour, on fasse une profonde modification des méthodes de gestion d'une commune. Martin Pavanello, est-ce que l'IA va simplifier la vie des petites municipalités? Oui, grandement. Aujourd'hui, c'est quand même des outils qui, selon toutes les statistiques à peu près honnêtes, font gagner 1 heure, 1 heure et demie de temps par jour à toutes les personnes qui l'utilisent. Du temps et de la qualité sur tout un tas de tâches. Donc que ce soit dans la relation avec les habitants de la commune, ça c'est sûr. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'habitants de leur commune qui, quand ils déposent un permis, n'ont pas accès aux informations, ne comprennent pas comment faire, etc. Leur donner accès à des outils d'IA, c'est de démocratiser un peu ces savoirs-là. Donc vers l'habitant, c'est sûr, mais en interne, au sein d'une mairie même, faire gagner en productivité aux agents, faire des économies d'échelle, etc. Ça commence à arriver déjà dans les entreprises depuis 3 ans, hein, et ça commence aussi à arriver dans les collectivités. On est tous les jours contactés par des collectivités qui nous disent on veut gagner 10% de productivité. Ça, c'est un super outil pour le faire. Dominique Boulier, plein d'économies en perspective alors. Le problème, c'est que la productivité dans les services publics, ça pose des questions. C'est-à-dire comment est-ce qu'on l'interprète, quelle est la qualité du service qu'on évalue au bout du compte. Or, ces systèmes-là, ces systèmes d'IA de ce type-là, génératifs, pas les autres. Il y a des systèmes comme les systèmes d'information géographique. Il faut faire des économies, selon vous, ou pas? Non, alors mon problème, c'est ça, c'est qu'en réalité, vous passez un temps fou à corriger tout ce qui va être, puisque ce ne sont pas des systèmes fiables. Il faut bien s'en rendre compte de ça. Dans les industries, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont un problème, toutes les entreprises d'IA, c'est que ça ne marche pas très très bien comme adhésion de la part des grosses entreprises, des grandes entreprises en général. Pour des tâches de communication, très bien, ok. Mais pour le reste, des vrais process qui demandent de la fiabilité, c'est pas possible. On ne peut pas s'appuyer sur des choses comme ChatGPT. Donc ça veut dire que derrière, vous aurez effectivement tout un travail de reprise en main qui va demander du temps. C'est pas hasard si toute l'époque des smart cities, on a eu 10 ans à peu près des villes intelligentes. Des villes intelligentes, effectivement. Google s'est planté à Toronto. IBM a fait Rio et n'a pas réussi à en vendre d'autres. Et tous les systèmes doivent revenir en réalité à d'autres types de combinaisons avec des IA qui sont les anciennes IA, qui sont qu'on appelle les IA symboliques, où les experts jouent un rôle. Sinon, rien de fiable ne fonctionnera. Donc, je pense qu'il faut que les administrations et les collectivités locales soient très vigilantes là-dessus, sinon elles vont dans le mur. Vous êtes d'accord là-dessus, Martin Pavanello, que en fait,
fait, il y a du temps perdu à corriger les erreurs de l'IA? Pour ceux qui ne savent pas l'utiliser, oui, quand on sait bien l'utiliser, c'est pour ça que nous on pousse à la formation, c'est de dire en fait il faut vraiment apprendre. On a appris à utiliser un ordinateur, on a appris à utiliser Internet, et là certains nous disent mais l'IA il n'y aura pas besoin. Il y aura besoin comme le reste. Sinon, il va falloir embaucher des gens qui corrigent les erreurs commises par l'IA qui ont remplacé d'autres personnels. C'est ça. Quand vous le déployez vraiment et que vous mettez le nez dans une vraie organisation qui a vraiment déployé l'IA, vous vous rendez compte que les erreurs de l'IA, c'est 3% de ce qu'elle fait. Le reste du temps, on lui demande de comparer des DCE, on lui demande de créer des BPU, on lui demande d'analyser des choses comme ça. Et là-dessus, le taux d'erreur est vraiment infime et on fait des gains de productivité. Je préfère dire 10%, aller voir un service marché dans une grande collectivité, c'est pas 10% le gain de productivité, c'est 50%. Donc là-dessus, il y a des vraies choses. On ne mettra pas d'accord, visiblement. Non, mais c'est normal, il faut qu'il vende son business, mais il faut être réaliste quand même sur le fait que ces systèmes-là ne sont pas fiables. Il faut être très prudent, parce qu'on met le doigt dans quelque chose qui, sur des systèmes critiques, en termes de systèmes urbains, c'est des systèmes extrêmement complexes. Et si on n'est pas capable de s'appuyer sur les savoirs d'experts et de mettre la boucle, ça veut dire réorganiser les choses avec ces experts. Sinon, effectivement, le système... Ça ne veut pas dire pour ça, pas utiliser de l'IA, mais de l'IA encadrée par le savoir des experts. Océane Herrero, vous votez pour laquelle des deux analyses? Faites la synthèse. Je pense que je vais faire une nuance surtout. Évidemment, l'IA, il faut savoir l'utiliser pour en tirer les bénéfices. Le sujet, c'est quand on la déploie en tant que collectivité auprès du public. Factuellement, tout le monde ne va pas savoir l'utiliser. Et donc, on ne peut pas s'attendre à ce que tous les usagers aient un usage courant et clair de l'IA. La défenseur des droits, Claire Hédon, a notamment alerté sur ça et sur la nécessité d'avoir toujours un contact physique. Et de l'enquête que vous avez conduite sur les élections municipales, est-ce que vous tirez la conclusion que pour l'élection présidentielle qui approche l'année prochaine, vous pensez que l'IA va jouer un rôle pour la première fois considérable pour une élection présidentielle en France? En tout cas, c'est un risque qui est extrêmement pris en compte par les autorités. Là, c'est un petit peu un galop d'essai, les municipales, parce qu'on voit tout le monde expérimenter, mais les usages malicieux, les tentatives de décrédibiliser des candidats, c'est quelque chose qu'on risque de voir à puissance 10 lors des élections de l'élection présidentielle l'année prochaine. Dominique Bullier, vous partagez cette année? Oui, alors il ne faut pas oublier qu'on parle des systèmes d'IA parce qu'ils sont intégrés aussi à un système des réseaux sociaux. Comme le but, c'est de générer de la réputation, de la visibilité, c'est l'ensemble du système qui engendre finalement cette viralité qui, si elle s'impose dans le débat public, est toxique. Donc c'est clair que là, on va avoir tendance à l'utiliser, mais les effets seront effectivement ouvriront la porte à beaucoup de stratégies d'influence. Merci à tous les trois d'être venus débattre, en tout cas sur ce plateau ce soir, pour de vrai, parce que vous êtes vrai, je peux en témoigner, et tout le monde l'aura constaté, vous n'êtes pas des IA. Merci d'être passé par le plateau de 28 minutes. L'actualité toujours, mais vue par Théophile Cossa et Marie Bonisseau, le salon d'agriculture qui se déroule en ce moment même, c'est aussi une compétition. Et Théophile va nous expliquer comment ça marche, le concours général agricole. Puis Marie nous racontera que le football, ça peut être très très dangereux pour les mouettes, mais d'abord feuilletons le dictionnaire de notre linguiste préféré, l'ami Thibault Nolte. Son mot vedette du jour s'est répandu à l'occasion de la révélation des dossiers Epstein, c'est caviardage, et c'est entendu. Un atelier de caviardage. Le caviardage des données sensibles. Ça s'appelle le caviardage. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Caviardage, du persan caviar, porteur d'œuf, désigne une technique de censure de l'écrit par noircissement de la zone à cacher avec de l'encre noire comme le caviar. La publication par le ministère américain de la Justice le 30 janvier de plus de 3 millions de pages des dossiers Epstein, en partie caviardés, a provoqué l'ire des victimes. La loi sur la transparence des dossiers Epstein, adoptée par le Congrès et promulguée par le président américain le 19 novembre 2025, obligeait sa ministre de la Justice à rendre publiques les dites données, 300 gigas selon ses services, 50 000 gigas selon la chaîne Channel 4, dans un délai d'1 mois. Elles l'ont été avec 1 mois de retard et 200 000 documents caviardés. Selon cette loi, le caviardage par le ministère de la Justice peut être légal si les informations personnelles des victimes risquent d'être compromises, mais pas pour des raisons de gêne, d'atteinte à la réputation ou de sensibilité politique. Fin décembre, 18 victimes avaient dénoncé un caviardage anormal et extrême sans aucune explication. Avant le dossier Epstein, la grande histoire du caviardage a chapitré l'assassinat de JFK, les Pentagon Papers sur la guerre du Vietnam, l'espionnage des démocrates par Nixon lors du Watergate, la grande poucave d'Edward Snowden sur la NSA, le rapport Mueller sur l'ingérence russe dans l'élection américaine de 2016.
Si le caviardage sème le doute sur les intentions du caviardeur, il trouve parfois justification, respect de la vie privée, sécurité nationale, protection des sources, secrets judiciaires ou industriels, voire amoureux, comme cette correspondance suave entre une reine de France et son amant venu du froid. Esturgeon, es-tu là ? C'est entendu, Thibonnotte. Merci, Théophile. Marie, c'est l'heure de vos chroniques, bien sûr. Bienvenue, les amis. Théophile, on va commencer avec vous. Le Salon de l'agriculture bat son plein et c'est à cette occasion qu'a lieu chaque année le concours général agricole qui récompense nos produits du terroir. Mais pas que, dites-nous, ce concours, Théophile, comment ça marche ? Oui, le concours général agricole, les JO de l'agriculture française. Un concours créé en 1870. Il se passait à l'époque au Palais de l'Industrie sur les Champs-Élysées. C'est la première fois qu'on rassemblait dans le centre de Paris comme ça des vaches, des poules, des machines agricoles pour exhibition. Et d'ailleurs, c'est de ce concours général agricole qu'est né en 1964 le Salon de l'agriculture qui, il faut le dire, lui a carrément volé la vedette. Alors qu'il est incontournable. Mais dans le oui, monde agricole, rendez-vous compte, chaque année, quelques 20 000 produits et vins sont testés à l'aveugle par plus de 7 000 jurés, des professionnels de la filière, mais aussi des consommateurs avertis. Vous pouvez devenir, les amis, jurés après avoir passé une formation. Un jury méga contrôlé par le ministère de l'Agriculture pour garantir une impartialité absolue. Il y a 5 catégories différentes. Les produits du terroir, les vins, les animaux. Bon, dans chaque catégorie, il y a évidemment plein de sous-catégories. Les pratiques agroécologiques et la catégorie jeunes pro qui récompense les jeunes talents. Ça, c'est un peu le César du meilleur espoir pour les agriculteurs. Les concours ont lieu toute la semaine. On a eu les vins samedi et dimanche. Hier, c'était miel et confiture. Bon, malheureusement, pas de vache cette année en raison de la dermatose nodulaire. Mais demain, 10h, concours du Port-Gascon. Présenté, s'il vous plaît, sur le ring. Le grand manège du salon. On enchaîne avec le mouton race bleu du Maine. Et puis, l'incontournable porc cunoir limousin à ne pas rater Renault. Ça, c'est à 13h, je crois, c'est ça Oui. On y sera sans faute. Et qu'est-ce qu'on gagne, Théophile, à ces Jeux Olympiques d'agriculture où il n'y a que des athlètes français ? C'est ça qui est formidable. Exactement. Voilà. Des médailles. Bronze, argent, or, la fierté et la gloire, c'est le seul concours officiel du ministère de l'Agriculture. Ça récompense, vous imaginez parfois, des années de travail. Et puis, c'est bon pour les affaires, parce que ça vous donne le droit, vous savez, de mettre sur votre produit la petite étiquette avec la feuille de chêne qui brille, celle qu'il y a parfois sur un camembert ou sur une bouteille de vin, vous savez, on voit la médaille d'or, on n'y connaît rien en vin, mais on se dit, oh bah ça doit être top, et bim, on achète. Impact commercial immédiat selon le type de produit. Les gagnants peuvent espérer, dans l'année qui suit, une hausse de 18 à 40% des ventes. Bravo aux médaillés, aux premiers médaillés cette année. Allez, Maison Prunier à Conneré dans la Sarthe. Or pour sa mousse de canard. Bravo. La choucrouterie Angstel Méfis en Alsace. Choucroute d'or. La fromagerie d'Arc sous Sicon, c'est dans le Doubs. Or pour son comté. Désolé, je peux pas tous les citer. Heureusement, la presse régionale est là pour s'en charger. On a hâte de déguster. Et vous allez sans doute recevoir quelques-uns de ces présents. En tout cas, c'est pour ça que vous les avez cités, bien sûr, Théophile. Merci à vous, Théophile. Marie, c'est à vous maintenant. Et alors là, il va y avoir beaucoup plus d'émotions, voire de retenue, en effet, puisque vous allez évoquer, Marie, le tragique destin d'une mouette. Une mouette turque qui a été fauchée par un ballon de foot. Ces images étonnantes ont fait le tour du monde. Oui, étonnante image, émouvante image, rarissime scène, puisque certes, on va aller à Istanbul. Alors, Istanbul, il y a la mer Méditerranée, la mer Noire, un détroit. Il y a beaucoup de mouettes. Très bien. Mais alors, combien de chances ? Quelle était la probabilité statistique que ce dimanche dernier, pendant la finale des barrages de la Première Ligue de football amateur d'Istanbul, le ballon de foot fende l'air au même endroit et à la même seconde qu'une mouette que je pense d'ailleurs être un goéland de type méditerranéen, parce qu'ils ont le plumage blanc en hiver, mais je crois que ce n'est pas le cœur du sujet. Regardons sans plus tarder le dégagement dynamique du goal du Istanbul Yurtdumspor. C'est à la 22e minute de jeu. Muhammed Smarty'e vurdu. Çok ilginç bir an. Çok ilginç bir an. Talihsiz bir an. Evet, Smarty'e kalp masajı yapılıyor şu anda. Hani o bölümde Muhammed üzüntüde.
Quel geste technique, massage cardiaque désespéré du capitaine de l'équipe rouge, un certain Gani Katan, qui dira plus tard avoir agi instinctivement, un petit peu sans réfléchir, sans non plus vraiment de formation au geste de premier secours. Miracle, au bout de 2 minutes, la victime revient d'entre les morts, agite faiblement ses pattes. Elle est emportée au PC sécurité du stade qui lui diagnostique une aile cassée. Le match a repris. Les Rouges ont perdu au tir au but, mais sauver une vie était plus important que la montée en championnat, dira Gani Katan. Émotion mondiale. Je vous sens ému, hein, parce qu'évidemment, cette scène est devenue virale dès le lendemain grâce à ce qu'on appelle Internet. L'image de ce gaillard, ce grand gaillard qui masse une mouette tombée dans les pommes, on se la passe en boucle, cette scène. On pense qu'elle va stopper la montée du fascisme, les guerres. Certains connaisseurs aussi notent que c'est dans l'histoire du football la 2e occurrence d'un paf la mouette. Ouais, on a exhumé ce derby de l'automne 70 à Rotterdam, quand un joueur, Edith Reichtel, le gardien, c'est toujours eux, avait envoyé un boulet de canon sur un volatile qui finira, lui, empaillé dans la vitrine de ce club néerlandais. Toujours un beau souvenir. Ma conclusion, elle est simple et c'est un ordre. Arrêtez de faire du football dans les villes portuaires. C'est un carnage. Surtout que la fin de notre histoire stambouliote, je vous l'ai pas dit, je voulais pas vous attrister, mais elle est absolument terrible. D'après un média turc sportif qui s'appelle Sport, cette mouette aurait succombé quelques heures plus tard, en fait, seule à ses blessures. Mais si elle a fini, dit-on, dans la poubelle du stade de foot. Il y a des images, je vous les montre pas, c'est terrible. Je propose plutôt qu'à la place, on s'inscrive tous ensemble à la Croix-Rouge et qu'on prenne des cours de massage cardiaque pour apprendre à les faire délicatement. On le fera, promis. Sauvons des vies. Merci. Merci Marie pour ce message. Merci à tous les amis. Merci de votre fidélité, bien sûr. À demain, 20h05. Tchuss.